Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 20h à Nice. La policière municipale responsable de la vidéosurveillance le soir du drame maintient ses accusations de pression contre le ministère de l'Intérieur. Nous l'avons rencontré cet après-midi. À suivre son témoignage exclusif. Bernard Cazeneuve, lui, a porté plainte pour diffamation. Il est sur ce plateau et nous l'entendrons dans quelques instants. Émotion et recueillement à Munich. Les hommages aux victimes se poursuivent sur les lieux de la fusillade. Les enquêteurs disposent également de nouveaux éléments concernant le tireur. On verra ça avec notre envoyé spécial. La France, dans le collimateur de Donald Trump, dans une interview télévisée, le candidat républicain promet, s'il est élu, de renforcer les contrôles aux frontières. Pour nos ressortissants, selon lui, nous sommes avec l'Allemagne, un pays infecté par le terrorisme. À suivre, notre enquête sur les stages en France. Vous verrez qu'il existe des organismes qui proposent sur Internet des faux documents qui peuvent faire de vous un vrai stagiaire, une solution dont usent et abusent certains employeurs et vous allez comprendre pourquoi. Nous irons également faire une petite balade nocturne dans le zoo de Pont-Scorff, une expérience et une ambiance unique pour les visiteurs qui peuvent découvrir les animaux après le coucher du soleil. Et puis on connaît enfin le nom du porte-drapeau français pour les Jeux de Rio. C'est Teddy Riner qui conduira la délégation tricolore le 5 août prochain dans le stade olympique. Vous entendrez la première réaction du judoka dans ce journal. Mais d'abord le Tour de France, vous l'avez peut-être vécu sur notre antenne. Les coureurs viennent d'arriver sur les Champs-Élysées, une victoire au sprint devant des tribunes pleines à craquer. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui sur les bords de la route pour voir passer le maillot jaune et pour encourager Romain Bardet, le Français, inattendu deuxième de l'épreuve. Anthony Joly avec Benjamin Poulain. Durant 3 semaines, il a parfois attaqué, souvent brillé. Mais aujourd'hui, la principale activité de Chris Froome, c'était de trinquer. Au champagne, comme à l'accoutumée, mais aussi à la bière, avec ses coéquipiers. Ambiance détendue aujourd'hui entre Chantilly et les Champs-Élysées, où le peloton a paradé. L'enjeu sportif n'était que secondaire. Victoire au sprint d'André Greipel. L'Allemand avait déjà gagné ici l'an dernier. Il clôt ce Tour de France 2016 de la plus belle des manières. Du Mont-Saint-Michel aux Alpes suisses. Le Tour, encore une fois, fut un mélange d'émotions. L'ivresse d'une victoire sur la ligne d'arrivée. La ferveur d'une foule endiablée. Mais aussi la douleur d'une chute, après avoir tout donné. Lui a tout connu, tout surpassé. Pour la 3e fois, Chris Froome remporte le Tour, sans même avoir douté un seul jour. Lors de la 8e étape qui mène vers Bagnères de Luchon, le Britannique attaque en descente, recroquevillé sur son guidon, presque assis sur le cadre. C'est le premier acte du show Chris Froome. Le second, c'est 4 jours plus tard, dans les pentes du Mont Ventoux. L'Australien Richie Porte chute et entraîne Froome avec lui. Son vélo est cassé, mais le Britannique ne se démonte pas et repart à pied. Incroyable image d'un champion trottinant en montagne. Il arrivera avec plus d'1 minute de retard sur ses principaux adversaires, mais sera reclassé. Et si son successeur un jour s'appelait Romain Bardet? L'Auvergnat est la révélation de ce Tour 2016. Il s'offre une victoire de prestige dans les Alpes et termine 2e au classement général. L'année prochaine, il sera attendu au tournant, l'occasion pour lui de montrer qu'il fait définitivement partie des grands. On en vient maintenant aux accusations portées par la policière municipale niçoise contre le ministère de l'Intérieur. La jeune femme dénonce une tentative de pression alors qu'elle devait rédiger un rapport sur l'emplacement des forces de l'ordre ce soir-là. Bernard Cazeneuve a porté plainte pour diffamation. Le ministre de l'Intérieur est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, vous allez répondre dans quelques instants à Sandra Bertin, responsable de la vidéosurveillance à Nice et qui a maintenu ses accusations devant la caméra de nos envoyés spéciaux, Julien Cholin et Frédéric Pilard. Un reportage commenté par Anne-Claire Poignard. Regardez. C'est une policière municipale qui accuse le ministère de l'Intérieur. Le soir de l'attentat de Nice, Sandra Bertin était en service.
Responsable du centre de vidéosurveillance, elle raconte avoir subi des pressions alors qu'elle devait rédiger un rapport pour la ville sur le dispositif de sécurité du 14 juillet. J'ai un commissaire de police qui s'est présenté dans le bureau en m'expliquant être envoyé par le cabinet du ministère et avoir besoin d'éléments de réponse quant au visionnage des caméras. Il me met en relation donc téléphonique avec une personne qui se présente elle aussi comme faisant partie du cabinet du ministère de l'Intérieur et qui décline son nom, son prénom et qui m'indique avoir besoin de précisions quant à l'événement. La demande porte selon elle sur l'emplacement des policiers municipaux et nationaux sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Mais quelque chose, dit-elle, l'interpelle. Dans le cadre donc de ces précisions, elle me demande de noter précisément sur le rapport les points de barrage, où sont positionnés la police municipale et où sont positionnés la police nationale. Donc ça, je lui réponds que en fonction de ce que je vois, je lui indiquerai qu'évidemment, je n'inventerai rien. Donc partant de là, elle me demande une version modifiable de mon rapport, ce à quoi je m'oppose. Et là, je suis littéralement harcelée téléphoniquement. Au fur et à mesure que le temps passe, les appels sont de plus en plus rapprochés. À l'issue de cet envoi, elle rappelle de nouveau la personne qui était donc le commandant de police qui était en ma présence et elle lui demande de me faire modifier certains éléments, certains paragraphes, en me demandant notamment de faire apparaître sur certains endroits des positions de la police nationale. Donc encore une fois, je m'y oppose. Là, le commandant de police s'énerve. Plusieurs personnes ont pris ma défense en disant que, à un moment donné, fallait peut-être arrêter. Et il indique à une des personnes, là pareil, je ne dis pas non, l'enquête le révélera, qu'il la réquisitionne et qu'à sa demande, il faut modifier le rapport. Des accusations que le directeur général de la police nationale réfute formellement. Le commissaire de la DDSP 06 des Alpes-Maritimes, qui est intervenu au CSU pour formaliser la demande, n'a exercé aucune démarche destinée à modifier des documents ou des données, et encore moins à dicter les termes d'un rapport et le positionnement de forces de l'ordre sur les plans et sur les vidéosurveillances. Nous confirmons donc en tout point les propos du ministre selon lesquels, à aucun moment, ni son cabinet, ni lui-même n'ont eu à intervenir dans le cadre de cette remontée classique et traditionnelle d'information. Le ministre de l'Intérieur a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation. La policière municipale, elle aussi, veut saisir la justice. Une certitude, le rapport de la fonctionnaire rendu public ce soir mentionne bien le paragraphe suivant. Lors de la montée sur le trottoir, celle-ci s'effectue en dehors du périmètre fermé des festivités et il n'y a alors aucune présence policière. Voilà donc ce fameux rapport. Bonsoir Bernard Cazeneuve, vous venez de l'entendre. La policière municipale de Nice maintient ses accusations. Un fonctionnaire de vos services aurait fait pression sur elle. Que lui répondez-vous? Je lui réponds que la justice établira la vérité que pour ma part je connais. Ça fait maintenant 10 jours que nous sommes quasiment quotidiennement confrontés à des attaques, à des insinuations, à des mensonges de la part de ceux qui, à Nice, pour un certain nombre d'entre eux, exercent la responsabilité politique. Et moi, je ne laisserai pas, dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, des préfets, des policiers qui ont fait leur travail, et notamment ceux de Nice qui ont procédé à la neutralisation du terroriste, mis en cause, comme cela est le cas depuis 10 jours. Et je suis tout à fait serein quant à l'issue que la justice donnera à la plainte que j'ai déposée, parce que je connais la vérité. Je sais qu'aucun membre de mon cabinet n'a jamais été en contact avec Madame Bertin, et que si elle veut, Madame Bertin, que nous sortions rapidement de l'ambiguïté de ces accusations, elle n'a qu'une chose à faire, c'est donner le nom de la personne de mon cabinet avec laquelle elle a été en contact. Madame Bertin, justement, a l'air surprise par cet intérêt de vos services pour son rapport. C'est fréquent comme démarche? Mais à chaque fois qu'il y a un événement en France, il y a toujours de la part de la direction de la sécurité publique et pourquoi demander un rapport modifiable? À qui profite un rapport modifiable? Moi, là où l'enquête va indiquer ce qui a été demandé à qui et sous quelle forme, moi je ne rendrai pas dans ce type de détails pour la bonne et simple raison que je n'ai demandé aucun rapport, que je ne suis pas au courant de cette affaire, que le directeur général de la police nationale a expliqué les conditions dans lesquelles la sécurité publique avait demandé
ce document. Il est d'usage, lorsqu'il y a un événement en France, que l'on fasse remonter au cabinet du directeur général de la police nationale des informations. Ces informations n'ont pas vocation à être versées au dossier d'instruction, donc elles n'ont aucun impact sur l'établissement de la vérité. Ce sont les policiers de la police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République qui seront en charge d'établir la vérité sur ce qui s'est passé à Nice. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette polémique est absurde et ridicule, puisqu'on parle d'un document qui n'a aucun impact sur l'établissement de la vérité, puisque c'est un document qui n'a pas vocation à être versé au dossier de l'instruction. Donc je dis maintenant, ça suffit. Ça suffit de mettre en cause constamment l'État, les policiers, les préfets et le ministre de l'Intérieur qui, dans cette affaire, n'a jamais menti et n'a jamais cherché à travestir le moindre document. Et je n'accepterai pas que l'on continue à mettre en cause mon honneur et ma dignité de ministre de l'Intérieur, alors que depuis des mois maintenant, je me bats contre le terrorisme en mettant toute mon énergie et toute ma sincérité, et je veux que les Français qui nous écoutent à l'instant où je vous parle sachent que la campagne acharnée qui est menée contre moi est une campagne dont je sortirai renforcée parce qu'elle est une campagne de vilainie, elle est une campagne de calomnie face à laquelle je rendrai coup pour coup. J'aimerais justement qu'on parle de votre combat contre le terrorisme. Parce que c'est ce combat-là qui est essentiel. Notre ennemi, c'est le terrorisme. Et quand je vois tous ces oiseaux de proie qui tournent autour de 84 victimes avec un seul et unique objectif, une seule et unique obsession, c'est de faire un pointé sur le ministre de l'Intérieur pour porter atteinte à sa réputation, je me dis qu'on est loin de ce qu'implique la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'unité nationale, la dignité et la décence. Regardez, on va revenir quelques instants sur cette polémique qui intervient alors que vous jouissiez jusque-là d'une image, vous le disiez, très positive. Votre action et votre gestion des attentats de Charlie Hebdo, notamment, avaient été saluées. Écoutez ce qu'ont dit Jeff Wittenberg avec notre bureau à Nice. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Bernard Cazeneuve, c'était en janvier 2015, quelques jours après les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Les députés faisaient alors bloc derrière le ministre de l'Intérieur, chef de la police, applaudi sur tous les bancs de l'hémicycle, une époque désormais révolue. Car Bernard Cazeneuve a été en première ligne sur tous les drames que la France a connus depuis Charlie Hebdo. Le ministre, on s'en souvient, n'avait pu retenir ses larmes aux obsèques d'Hervé Cornara, le chef d'entreprise assassiné par un terroriste en juin 2015 à Saint-Quentin-Fallavier. Bernard Cazeneuve en relation permanente avec François Hollande après les attentats du 13 novembre. À lui de coordonner les moyens policiers, à lui de défendre l'état d'urgence, séance après séance, parfois avec flegme, parfois avec colère. Il est des sujets et des circonstances sur lesquels on peut attendre dans cet hémicycle, quel que soit le banc duquel on parle, un peu de dignité. C'est ce que nous faisons avec fermeté et loin de la démagogie. L'opposition l'avait plutôt épargné. Cela aussi, c'est fini. La fonction qu'il occupe est extrêmement difficile. La situation est difficile. Mais en même temps, si l'homme est respectable, son bilan est calamiteux. Depuis l'attentat de Nice, Bernard Cazeneuve concentre toutes les critiques de la droite et du Front National. François Hollande lui-même a dû intervenir pour écarter toute idée de démission de son ministre. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a toute ma confiance. Car dans un pays ébranlé par la succession des attentats meurtriers, le premier flic de France le sait, il est le ministre le plus exposé. Bernard Cazeneuve, on vient d'entendre François Hollande vous renouveler sa confiance. Compte tenu des reproches qui vous sont faits depuis quelques jours, avez-vous pensé un instant à démissionner? Mais ces reproches, quels sont-ils? Outre ce que je viens d'évoquer et qui relève de manœuvres de base politique. C'est expliquez-nous pour vous. C'est d'être responsable moi-même. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette fonctionnaire municipale est téléguidée, orientée par d'autres partis politiques? Moi, je ne suis pas là pour cela. J'ai un combat à mener qui est le combat contre le terrorisme. Et je veux dire aussi aux Français qui nous écoutent que ce combat est un combat extraordinairement difficile, que nous avons devant nous une menace plus élevée qu'elle n'a jamais été, avec des risques qui sont protéiformes, avec des individus qui ont des profils différents, et une obligation pour nos services de rehausser constamment et d'adapter constamment leurs dispositifs. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs en créant des postes, c'est ce que nous avons fait en créant la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est ce que nous avons fait en rehaussant le renseignement territorial. Et ce combat-là, qui est un combat difficile, qui sera difficile pour tous ceux qui seront amenés
à gouverner demain. C'est la raison pour laquelle certains devraient faire montre de davantage de prudence, parce qu'on ne sait jamais, un jour ils pourraient eux aussi être en situation de responsabilité alors que le terrorisme continuera à frapper. Oui. Et moi je veux dire la vérité aux Français, le combat contre le terrorisme est un combat qui implique qu'on s'y donne corps et âme. C'est ça le sujet. Et depuis 10 jours, nous sommes dans un abaissement, une espèce d'indécence qui nous conduit à nous détourner de l'unité nationale, de la cohésion nécessaire pour mener ce combat qui est un combat vital pour la nation. À aucun moment vous n'avez pensé à démissionner. Difficile. Mais pour que je songe à démissionner, il faudrait que je sois dans la situation de celui qui veut abandonner ses troupes sur le bord du chemin, qui mène ce combat avec la force et la détermination que l'on sait. Il faudrait qu'au plus profond de moi-même, j'ai commis une faute qui serait comme un poids qui m'empêcherait d'avancer. Il faudrait que j'ai le sentiment de ne pas avoir mobilisé toute mon énergie, toute ma force, toute ma sincérité pour faire en sorte que les Français soient protégés. Je sais la difficulté de la chose. Et je sais à quel point il faut de l'énergie, il faut de la force, il faut de l'imagination, il faut de la capacité d'adaptation et de mobilisation de tous ceux qui, dans le pays, policiers, gendarmes, membres des services de renseignement, militaires, contribuent à protéger les Français du terrorisme. Et cela mobilise toute mon énergie avec sincérité et détermination. Et je dois vous dire que tout ce qui se passe depuis 10 jours, pour le républicain engagé que je suis, pour l'homme qui a fait de la rigueur en politique une boussole et du sens de l'État une doctrine, une manière d'être, j'ai la nausée de voir ce qui se passe et un profond dégoût à l'égard de tous ceux qui abaissent notre pays avec des procédés qui sont des procédés indignes du moment. Bernard Cazeneuve, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. En Allemagne, l'émotion reste vive au surlendemain de la fusillade qui a fait 9 morts en plein cœur de Munich. Des milliers de fleurs, de bougies et de dessins jonchent désormais les lieux du drame. Cet après-midi, de nombreux habitants sont venus rendre hommage aux victimes. Stéphanie Pérez avec Camille Lemeur. Dans chaque église de Munich en ce dimanche, des prières pour les 9 victimes et la trentaine de blessés. L'heure est au recueillement dans la ville qui reste bouleversée. C'est une terrible blessure, il nous faut du temps pour accepter et comprendre. Le cardinal de Munich essaie de trouver les mots pour consoler. Mais dans la cathédrale, les Munichois, très émus, pleurent la jeunesse des victimes, presque tous des adolescents. Je suis vraiment touchée. Pourquoi toute cette violence ? Des gens si jeunes, de 14, 15 ans, qui perdent la vie, c'est tragique. C'est terrible pour les parents. On pense à eux. On espère que ça n'arrivera plus. Sur les lieux de la tuerie, de plus en plus de fleurs et de bougies. Et au milieu, les visages souriants des adolescents abattus par le tueur de 18 ans. Ici aussi, des prières, quelles que soient les religions. Et beaucoup de jeunes qui étaient là vendredi soir. Quand il y a eu les coups de feu, on ne pensait plus à rien, juste à sauver notre peau. Ça aurait pu être moi. Quelles que soient les raisons de leur extrémisme, les forcenés n'ont pas de place dans notre société. On l'a prouvé depuis vendredi. On est solidaires, on se soutient. Demain, le centre commercial rouvrira ses portes, comme avant. Mais la petite flamme du souvenir continuera de briller longtemps dans le cœur du quartier. Et c'est Stéphanie Pérez que l'on retrouve en direct de Munich. Bonsoir Stéphanie, il y a l'émotion des Munichois et puis il y a le travail des enquêteurs qui disposent de nouvelles informations sur le tireur. Oui, ils sont en train d'analyser l'ordinateur et l'appareil photo du tireur et ils ont maintenant la conviction qu'il préparait son acte depuis près d'1 an. C'est une action préméditée, mûrement réfléchie. On le sait, il était fasciné par les tueurs de masse. Eh bien, il s'est intéressé de près à un crime commis par un jeune Allemand il y a 6 ans. Il a assassiné 15 personnes dans son ancien collège. Eh bien, le forcené de Munich s'est rendu sur les lieux l'année dernière. Il a pris des photos. Alors, ses pulsions meurtrières étaient-elles décelables bien avant que lui-même passe à l'acte? On sait qu'il a passé 2 mois dans une unité psychiatrique l'année dernière. Alors, les enquêteurs continuent de remonter son parcours pour tenter de trouver des réponses. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis, toujours en Allemagne, dans la ville de Reutlingen, un jeune demandeur d'asile syrien a tué une femme avec qui il aurait eu une dispute. À coups de machette, 2 autres personnes ont également été blessées. L'individu
avait déjà commis d'autres agressions par le passé. Pas d'informations pour l'instant sur ses motivations. C'est la deuxième attaque à l'arme blanche dans ce pays en moins de 2 semaines. Les Turcs dans la rue pour manifester leur soutien à la démocratie 8 jours après l'échec du putsch. Et alors que les purges massives lancées par l'exécutif se poursuivent, des milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition et se sont réunies ce dimanche place Taksim dans le centre d'Istanbul. L'actualité internationale, c'est aussi cette interview accordée par Donald Trump à la télévision américaine. Valérie Astruc, bonsoir, vous êtes à Philadelphie pour la convention démocrate, on va en reparler. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette nouvelle déclaration fracassante de Donald Trump. Selon le candidat républicain, la France serait infestée par le terrorisme. Et s'il est élu, il envisage des mesures radicales. Oui, on savait que Donald Trump ne faisait pas dans la mesure et il le prouve à nouveau. Pour lui, si la France est totalement gangrénée par le terrorisme, eh bien c'est de sa faute. Elle serait laxiste envers l'idéologie islamiste et coupable d'accueillir sur son sol des terroristes. Et Donald Trump va plus loin. Il promet, s'il est élu, des contrôles extrêmes envers les ressortissants français en provenance pour l'entrée des États-Unis. Alors, va-t-il aller plus loin jusqu'à interdire toute immigration en provenance de la France, comme il l'a promis jeudi dernier pour tous les pays exposés au terrorisme? Nul ne sait. Alors à ce stade, les autorités françaises se gardent bien de réagir, mais nul doute que ces nouvelles déclarations provocantes envers un pays allié vont ternir encore davantage l'image de Donald Trump à l'étranger, d'autant plus qu'il promet le même sort à l'Allemagne après l'attentat de Munich. Et pendant ce temps-là, les démocrates se préparent à désigner leur candidate pour la prochaine présidentielle. Début de la convention, donc demain à Philadelphie. Hillary Clinton fait l'unanimité au sein de son parti. Elle est également la favorite des sondages. Pourtant, vous allez voir qu'Hillary Clinton n'a pas franchement la cote dans son pays. Un Américain sur 2 ne lui fait pas confiance. C'est un reportage de Valérie Astruc et de Régis Massini. Hillary Clinton en mal de popularité. Sur ce stand, des supporters démocrates essayent de recruter de nouveaux bénévoles et la tâche n'est pas facile. Comparée à la ferveur que suscitait Barack Obama en 2008, l'ancienne première dame n'attire pas. Pour être honnête, elle peut difficilement égaler le charisme d'Obama. Ça fait 25 ans qu'elle est diabolisée par les républicains, c'est dur et ça lui fait du mal. Les militants ont beau chercher à convaincre, l'enthousiasme n'y est pas. Je pense que son plus gros problème, c'est que les Américains ne lui font pas confiance. Si Hillary Clinton est mal aimée, c'est d'abord à cause des affaires. Premier scandale, les conférences très cher payées, jusqu'à 400 000 € le discours. En 10 ans, elle et son mari ont gagné 126 millions d'euros. Les justifications de la candidate sont jugées indécentes. Quand on a quitté la Maison-Blanche, on était non seulement fauchés mais aussi endettés. On n'arrivait pas à payer les crédits de notre maison ni les frais de scolarité de notre fille. Vous savez, ce n'était pas facile. Autre scandale, l'adresse e-mail privée qu'elle utilisait pour échanger des documents ultra confidentiels lorsqu'elle dirigeait le département d'État. L'opinion la juge malhonnête et Donald Trump enfonce le clou. Hillary, l'escroc, l'escroc, l'escroc. Même son atout principal, l'expérience, joue contre elle. Le pays est en colère contre les élites, Hillary Clinton en serait le symbole. L'ancienne première dame apparaît déconnectée des réalités. La dernière fois que j'ai conduit une voiture moi-même, c'était en 1996. Je m'en souviens très bien. Mais la candidate démocrate est une battante. Elle n'abandonne jamais. Après l'humiliation de l'affaire Monica Lewinsky, comme après sa défaite contre Barack Obama en 2008. Sa devise, la voici. On peut vous mettre à genoux 8 fois, 10 fois, 100 fois. Ce qui compte, c'est de se relever. À Philadelphie cette semaine, Hillary Clinton va tenter de prouver qu'à défaut d'être aimée, elle est la plus solide pour diriger le pays. Retour en France avec des difficultés en perspective dans les transports aériens. 2 syndicats d'hôtesses et de stewards appellent à la grève cette semaine. Magali Boissin, bonsoir. Le mouvement doit débuter mercredi. Oui, ce sont 2 syndicats de stewards et d'hôtesses Air France qui appellent à la grève pour défendre leurs conditions de travail du mercredi 27 juillet et ce jusqu'au mardi 2 août. Alors, et forcément, les perturbations risquent d'être importantes en plein chassé-croisé des vacances, jusqu'à 1000 vols par jour et 140 000 passagers sont concernés. Une grève qui fâche tout rouge. Le PDG d'Air France qui indiquait dans la presse ce matin que la grève compromettait le redressement de la compagnie alors que l'entreprise
l'entreprise vient tout juste de retrouver le chemin des bénéfices. Alors on ne sait pas encore le taux exact de grévistes, entre 16 et 20% selon nos informations. Les prévisions définitives ne seront connues que demain. La direction indique en tout cas préserver au maximum les vols long courriers. Ceux en revanche qui ont un vol en France ou en Europe devront peut-être reporter leur voyage. Magali Boissin en direct d'Orly. Merci beaucoup Magali. On va rester dans le monde du travail avec cette enquête sur les fausses conventions de stage. Regardez, voici la gratification minimum d'un stagiaire en France. 554 € par mois. À ce tarif, de nombreuses entreprises usent et abusent de ce statut, tandis que des organismes proposent sur Internet des faux documents qui vont faire de vous un vrai stagiaire. Camille Gutin avec Claire-Marie Denis et José Boulestex. Crise économique, marché de l'emploi bloqué. Ils sont de plus en plus de diplômés à accepter de redevenir stagiaires. Des concessions quand le chômage des 15-24 ans avoisine les 25%. La pratique est pourtant illégale car les stages sont uniquement réservés aux étudiants. Une situation régulièrement dénoncée par ces jeunes. Ils ont du mal à trouver du travail et ils sont confrontés à des entreprises qui leur tiennent un discours très dur de dire on ne t'embauchera que sous forme d'un stage, donc à toi de te débrouiller pour réussir à contourner la réglementation et avoir une convention de stage même si tu n'es plus étudiant. Contourner la législation, c'est ce que proposent des instituts privés sur Internet. Un véritable business contre 400 à 600 €. Ils délivrent le statut d'étudiant ainsi qu'une convention de stage. Le tout en un temps record. Hélène Claire Moneta, Bac+5, a eu recours à l'un de ces organismes. J'ai une carte d'étudiant et une convention de stage. Donc voilà, ça c'est ma convention de stage et ma carte étudiante que j'ai reçue seulement quelques jours après avoir fait mon inscription. L'Institut l'inscrit dans une université étrangère où elle n'ira jamais. Une décision qu'elle ne regrette pas. Grâce à ce stage, elle a enfin trouvé un emploi. Ça valait le coup parce que effectivement, j'avais pas d'autre solution et puis j'avais besoin d'une expérience sur le terrain, j'avais besoin d'une expérience supplémentaire. Je me suis dit que même s'il fallait payer effectivement pour avoir de l'expérience, eh ben payons alors. Nous avons voulu comprendre qui se cache derrière ces sites. Nous nous sommes rendus au siège d'un de ces instituts. À l'extérieur, aucune plaque. Bonjour, excusez-moi, c'est ici les locaux de... Ah, je connais pas. En fait, dans le hall, juste une boîte aux lettres, partagée avec d'autres sociétés. Aucune réponse. Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche les locaux de... Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Nous avons finalement pris rendez-vous avec la directrice en caméra cachée. Elle nous reçoit dans un tout autre bureau. Oui, je vois ça. Nous lui expliquons que nous avons besoin d'une convention de stage. L'idée chez Pôle Pro, c'est qu'on ne vous délivre pas une convention alors que vous n'êtes plus étudiant. C'est qu'on vous donne un statut étudiant. C'est comme si vous retourniez à la fac en fait. Donc vous avez des cours qui sont à distance, qui sont en ligne pour vous permettre en fait d'effectuer un stage en entreprise. Donc ça c'est obligatoire, il faut que... Après c'est comme à la fac, si demain vous êtes inscrite à la fac mais que vous ne passez pas vos examens, vous n'aurez pas le diplôme. D'accord. C'est pareil chez nous, si vous ne passez pas ces examens, vous n'aurez pas la certification. C'est pas pour autant que votre convention de votre stage sera remise en cause. Une certification qui n'est pas reconnue par l'État et des cours à distance non obligatoires. Pourtant, seuls les établissements qui proposent 200 heures de formation en présence de l'étudiant sont habilités à délivrer des conventions de stage. Effectivement, les familles et les jeunes qui lisent ce type de site, en voyant le logo de la République française, peuvent considérer que cet institut de formation professionnelle a de fait un lien très fort avec l'État, alors que ici, nous ne voyons apparaître qu'une déclaration d'ouverture. Des dérives difficiles à contrôler pour le ministère de l'Éducation, qui ne possède pas de droit de regard sur ce type d'établissement hors contrat. Il y a une multitude d'organismes d'enseignement qui s'ouvrent tous les ans et on ne peut pas suivre en permanence la totalité de ces formations. Et effectivement, le caractère conforme à la réglementation, sauf si on nous les signale. Chaque année, le nombre de stagiaires serait en augmentation. Selon une étude, il serait passé de 800 000 en 2006
à près d'1,5 million en 2011. C'est une page de l'histoire de la télévision qui se tourne. Le dernier fabricant de magnétoscopes, VHS, va cesser de produire. Les ventes mondiales sont tombées à 750 000 unités l'an passé. On est loin des 15 millions d'appareils vendus en l'an 2000. Bref, le magnétoscope et ses cassettes vont bientôt devenir des antiquités. Maxime Rochard, Soigny Thiebaud et Solène Grippon. Le magnétoscope, c'était ça. Une cassette qui met du temps à se caler et fait de la neige sur l'écran au rembobinage. Une technologie aujourd'hui totalement dépassée. Les plus petits ne savent même pas ce que c'est. Noah, 7 ans, n'en avait jamais vu. Et ça marche. Pourtant, à ses débuts, c'était une révolution. La grande nouveauté cette année, c'est ce que certains ont appelé la 4e chaîne. Un appareil qui vous permet de composer vous-même le menu de vos soirées télévision. 1978, le magnétoscope s'installe dans les foyers des Français. Il est maintenant possible pour tout le monde d'enregistrer ce qu'il veut et quand il le souhaite, un programme de télévision. En bonne place dans les salons, à côté de la télé, il a marqué des générations de Français. C'était Jurassic Park par exemple avec les copains. Voilà, donc à passer en boucle le week-end. J'ai un souvenir de mon enfant qui a donné à manger au magnétoscope du Nutella. Non, j'ai surtout les souvenirs des bandes qui s'enroulent à l'intérieur, quoi. Plein de bons souvenirs et c'est vrai que c'est dommage que ça s'arrête puisque finalement, même nos vieilles cassettes, on ne peut plus les regarder. Maintenant, les magnétos ne fonctionnent plus. Aujourd'hui obsolète, le magnétoscope apparaissait à ses débuts comme une menace pour le cinéma. Le cinéma face à un nouveau danger, le film sur cassette. Première opération pour recréer une salle de cinéma à domicile, acheter ou louer un magnétoscope. Deuxième opération, la location d'un film sur cassette. Pour un week-end, il vous en coûtera moins de 100 francs. Mais c'est finalement le cinéma qui l'a emporté. Car les magnétoscopes neufs, c'est fini. Plus aucune usine n'en fabrique. Pas de panique pour les nostalgiques, il y aura toujours la solution de l'occasion. Celui-ci, c'est un de nos derniers magnétoscopes qui vient juste d'arriver. Vous voyez, il est au même prix que les autres, à 39,99 €. Dans ce magasin parisien, on donne une deuxième vie aux anciennes gloires de la cassette. Quand les gens viennent dans notre magasin pour trouver un magnétoscope, ils sont ravis d'en trouver, puisqu'on en trouve de moins en moins. Justement, les magnétoscopes sont rares. C'est d'ailleurs extraordinaire qu'on arrive à en avoir 3 en ce moment dans notre magasin. Petite revanche pour le magnétoscope, il se vend aujourd'hui d'occasion, 2 fois plus cher qu'un lecteur de DVD neuf. Je vous le disais dans les titres, on connaît depuis quelques minutes le nom du porte-drapeau français aux Jeux de Rio. La délégation sera conduite par Teddy Riner le jour de la cérémonie d'ouverture. Teddy Riner qui est en direct avec nous sur les Champs-Élysées. Bonsoir Teddy. Quand avez-vous appris votre victoire, j'allais dire? Quelle a été votre réaction? Lorsque j'ai appris ma victoire, j'étais super content. C'est une grande joie, c'est une grande fierté de pouvoir porter le drapeau français, de pouvoir être cet ambassadeur. En plus, j'ai été choisi par mes pairs, des sportifs. Voilà, j'espère que je serai à la hauteur, mais voilà, c'est un grand honneur, c'est une fierté, c'est le rêve olympique et de le vivre au Brésil, c'est quelque chose de grand. Donc voilà, je suis très très content. Alors j'allais vous dire, cette année, ce sont les athlètes des fédérations olympiques qui vous ont choisi. Qu'est-ce qui les a séduits chez vous? Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous aviez pas mal de concurrence, je pense notamment à Tony Parker. Là, nous avons un petit problème technique avec Teddy Riner. Teddy, si vous me recevez, est-ce que vous savez ce qui a pu faire la différence? Parce que vous aviez pas mal de concurrence cette année et il y avait notamment Tony Parker face à vous. Je pense que quand ça se joue, c'est sport, c'était des élections. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. J'ai été choisi par les sportifs. Voilà, je suis content. Maintenant, c'est à moi d'endosser ce rôle, c'est à moi de le respecter, c'est à moi d'être cet ambassadeur et ce capitaine de délégation qui a été choisi. Il faut que je respecte mes engagements, il faut que j'essaie d'encourager le plus de monde possible et que surtout, voilà, les choses que je vais dire à chaque sportif, c'est prendre du plaisir, ne rien lâcher, aller au bout de soi-même parce que c'est pas tous les jours les Jeux Olympiques et surtout vivre le rêve olympique parce que c'est quelque chose de grand, quelque chose de magnifique qui mérite d'être vécu.
Alors porte-drapeau, c'est une grosse responsabilité. Il y a les défilés, il y a les sollicitations supplémentaires. Vous ne craignez pas que ça vous perturbe dans votre préparation? Vous avez quand même un titre olympique à défendre et je crois que vous entrez en compétition une semaine, jour pour jour, après la cérémonie d'ouverture. Bien sûr, tout à fait. Les informations ils sont claires, c'est que je vais faire le défilé et ensuite je me reconcentre directement pour ma journée. Et derrière, ensuite, je répondrai à toutes les sollicitations. Mais il est sûr que mon objectif principal, c'est la médaille d'or olympique. C'est mon rêve, c'est mon objectif. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai, je suis le capitaine et l'ambassadeur de cette délégation. Mais avant tout, il faut penser compétition, il faut penser à respecter ses engagements. Et j'oublie personne. Teddy Riner en direct des Champs-Élysées. Merci beaucoup Teddy. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité olympique aujourd'hui, mais il y aura bien des sportifs russes dans les stades de Rio. Le CIO a décidé de ne pas suspendre la Russie des Jeux Olympiques après les soupçons de dopage. Le comité laisse en revanche le soin à chaque fédération internationale de trancher sur la participation des Russes dans chaque discipline. Arnaud Ursule avec Mathieu Nevenglovski. Pour ces gymnastes à l'aéroport de Moscou, en partance pour Rio tout à l'heure, les rêves de gloire olympique restent entiers. Menacée d'exclusion, la délégation russe pourra participer aux JO. Le comité international olympique motive sa décision par le principe de présomption d'innocence. Chaque être humain a droit à la justice. Dans le cas présent, les critères pour que les Russes puissent participer aux Jeux seront draconiens. La fédération d'athlétisme russe reste suspendue des Jeux. Mais les autres fédérations internationales vont repêcher les sportifs propres parmi 387 Russes dans 30 disciplines. Pour participer aux Jeux, ils devront fournir un dossier antidopage complet, n'avoir jamais subi de contrôle positif dans leur carrière. Les contrôles des laboratoires russes ne seront bien entendu pas pris en compte. Enfin, les athlètes devront se soumettre à des contrôles supplémentaires hors compétition. Pour l'ancien athlète français Stéphane Caristan, ce système de sélection n'est pas sans faille. La décision d'envoyer des athlètes qui n'ont jamais été contrôlés positifs, ça va faire le jeu encore une fois des Russes parce qu'il y en a quelques-uns qui seront passés à travers les mailles du filet jusque-là et qui vont se retrouver au jeu. Ce soir, le Kremlin salue la décision du CIO. Dans quelques heures, les premiers sportifs russes s'installeront dans le village olympique. Voilà, on va rester encore un petit peu dans cette actualité olympique avec la sortie mercredi d'un film historique, La couleur de la victoire, hommage à Jesse Owens, vainqueur en 1936 à Berlin, sous les yeux d'Hitler. Daniel Wolfram. Août 1936. Ces Jeux olympiques de Berlin sont une consécration pour Hitler et le régime nazi. Des milliers d'athlètes participent, même ceux des démocraties, États-Unis en tête. Parmi eux, Jesse Owens, un sprinter noir exceptionnel, déjà repéré lors des championnats universitaires américains, malgré l'hostilité du public blanc. Qu'on vous aime ou qu'on vous déteste, ça n'a pas d'importance. Dans un cas comme dans l'autre, sur la piste, vous êtes tout seul. La couleur de la victoire. Le film retrace le parcours sportif d'Owens, sorti du ghetto de Cleveland, dans ces terribles années de ségrégation raciale. T'as réussi. J'ai pas réussi, j'ai raté mon départ. 9 secondes 3, c'est un record, mon grand. 9 secondes 3. Il est remarquable qu'à une époque où l'Amérique était au moins aussi raciste que l'Allemagne, cet athlète exceptionnel ait ramené 4 médailles d'or aux États-Unis. Et ça a été une vraie gifle pour Hitler. Au JO de Berlin, Jesse Owens remporte donc 4 médailles d'or. Le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4 x 100 mètres et le saut en longueur face à l'Allemand Lutz Long, le champion d'Hitler. Jusqu'au bout, le comité olympique américain a ferraillé avec Goebbels pour éviter le boycott voulu par une partie de l'opinion aux États-Unis. Je ne veux pas entendre parler de nouvelles arrestations de personnes indésirables. Et je veux votre parole dès aujourd'hui que vous n'exclurez aucun juif ni aucun noir de la compétition. Tant qu'ils sont américains, nous emmènerons des martiens, si ça nous chante. Aujourd'hui, ces Jeux de Berlin restent dans les mémoires autant pour le spectacle de propagande nazie que pour les victoires de Jesse Owens.
devenu le héros de l'Amérique raciste des années 30. Un soupçon de fraîcheur au cœur de l'été maintenant avec une balade inattendue dans le zoo de Pont-Scorff. Une balade nocturne. Lorsque le soleil est couché, les visiteurs découvrent des animaux plus détendus et moins farouches. Alexia Mayer avec Jeanne Benzina et Elodie Delevoye. À la nuit tombée, les 600 animaux du zoo de Pont-Scorff rentrent dans leur quartier et s'apprêtent à se coucher. Mais ce soir, ils vont devoir attendre encore un peu. Des visiteurs sont attendus. Que se passe-t-il une fois le soleil couché? Voici les animaux comme vous ne les avez jamais vus. Tout commence à 19h. Jacob, le rhinocéros noir, pense avoir terminé sa journée. Ce mastodonte, âgé de 25 ans, s'impatiente. Ce soir, sa soigneuse Erel Grossard va le faire ressortir de son enclos grâce à une astuce, du fourrage et des carottes. D'habitude, à cette heure-ci, il est couché. Si on le fait ressortir sans aucune nourriture, il va pas comprendre. Allez, Jacob. Voilà, c'est brave ça. Cette nuit, elle passera lui rendre visite plusieurs fois. De 20h à 2h du matin, plus de 2000 visiteurs viennent chaque soir découvrir les animaux. Et ce sont eux qui peuvent les nourrir. Ça gratte quand elle te touche avec sa langue. Ah oui, ils ont la langue râpeuse. Elles ont quel âge, là, les girafes? Alors lui, le mâle, c'est deux mâles. Lui, il a 15 ans et le plus jeune, là, il a 9 ans. Tu attends? Ouh, je joue avec toi. Ouh. Ce que les visiteurs, eux, apprécient vraiment, c'est la proximité avec la bête. Voilà, parce que autrement, bon, ils sont loin, on les voit de loin, mais bon, moi j'aime bien le contact. Un contact, presque une complicité avec les animaux. Pour la girafe, il mange ça. Dans leur enclos, les lions blancs sont en fin de sortie. Là et là. La journée, ils fuient la chaleur et restent tapis dans l'ombre. Regarde, regarde. On n'a jamais vu les animaux aussi proches en fait. C'est vrai que la nuit ils sont bien éveillés et actifs. Ça fait pas peur un peu? Non. J'ai plutôt envie de casser la vitre et de sauter avec eux. La nuit, ils oublient presque les visiteurs. Ce sont des animaux dans le milieu naturel qui sont plutôt des chasseurs crépusculaires et nocturnes. Donc ils gardent ce rythme. Le plus actif dans son enclos, c'est le pandarou, originaire de l'Himalaya. À cette heure tardive, l'animal a presque l'air de chasser. Ce sont des moments, je trouve, privilégiés. Même s'il est presque 1h du matin, voilà quoi. Puis j'ai l'impression qu'ils sentent moins certainement le monde, le stress. Ils sont plus tels qu'ils seraient dans la nature. Enfin, moi je ressens ça comme ça. 120 espèces différentes cohabitent ici. Dans les allées, on croise aussi des noctambules, des vrais. De quoi faire rêver les amateurs de nature dans le silence de la nuit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdamir, puis du cinéma ce soir avec Paris à tout prix. Demain, l'information, c'est dès 6h30 dans Télématin. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h, à 20h. C'est Julien Bugier qui vous tiendra compagnie. Passez une très belle soirée sur France Télévisions.